Bonsoir à tous, chers publics, chers membres du jury et chers candidats. Bienvenue pour la 6e édition du concours d'éloquence, organisé par l'association Sunshine, une association qui lutte contre les violences faites aux femmes. Donc, je m'appelle Evelyne Naoussi, je suis juriste et fondatrice de l'association Sunshine, où nous effectuons en France des permanences hebdomadaires, donc l'accueil, l'écoute, l'orientation, l'accompagnement, les conseils juridiques aux femmes et filles victimes de violences ou vivant dans la précarité. Donc, c'est tous les samedis de 10h à 12h au point Info Femmes situé au centre commercial Beauce-Grand. Moi, j'ai bénéficié de la première année de ce concours, donc quand on était encore en partenariat avec Eloquentia. Je pense que ce concours m'a apporté bien plus que des mots et bien plus que des belles paroles. Il a permis de m'accompagner jusqu'à maintenant, puisque j'ai continué au sein de l'association Eloquentia. Donc, ce que vous faites aujourd'hui, c'est non seulement une prise de parole, donc vous venez sur scène, vous jouez votre texte, etc. Mais c'est aussi pour vous le moyen de découvrir que ce n'est pas que des jolies phrases et que derrière chaque parole se cache vraiment un beau message que vous nous transmettez à travers vos textes, vos sujets. Et donc, je vous félicite pour ce soir. Bonsoir à tous, je suis Maya Saïd, je suis l'heureuse gagnante de l'année dernière. Ça m'a beaucoup apporté, par exemple, un minimum de prise de confiance en moi. Et ça, je pense que je suis stressée, mais beaucoup moins stressée qu'avant. Et je pense que le plus important, c'est pas de gagner, mais surtout de vous amuser. Et je pense que c'est une grande expérience et une belle aventure. Donc, amusez-vous bien. Voilà. Chers jury, chers publics, chers camarades, qui d'entre vous a connu la lourde tâche d'être la fille aînée de sa famille? Éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Dès le bas âge, les femmes sont confrontées à la vie réelle. Elles portent ce poids sur leurs épaules. En tant que filles aînées, elles se doivent de gérer les petits frères et sœurs quand papa et maman ne sont pas là. Elles sont obligées d'assumer leur rôle. La fille aînée a une pression immense. Il faut qu'elle sache faire la vaisselle, le ménage, s'occuper du linge, et j'en passe. D'ailleurs, j'aimerais dire que ce n'est pas parce que tu es une femme que tu dois faire forcément plus que le garçon. Et l'inverse fonctionne aussi. Enlevons ces préjugés de nos pensées, car elles sont fausses. Ne savez-vous pas qu'une femme peut être à la tête d'une nation? Une femme présidente n'est pas seulement un symbole, mais c'est un modèle pour toutes les femmes du monde. Ce sont les mots. Oui, les mots de Claudia Sheinbaum, présidente du Mexique. Elle dirige un grand pays de 128,5 millions d'habitants, contrairement à la France. Quand on regarde son parcours, on constate qu'elle a été maire de Mexico, la première présidente. Oui, la première présidente. Elle a réussi à se faire une place. Que dis-je? Un nom dans cette société. Historiquement, nous avons Gisèle Halimi, une femme puissante et éloquente, en sachant qu'elle était avocate. En 1972, elle défend une adolescente jugée pour avortement accidentel. Heureusement, elle a gagné le procès. Elle a aidé Simone Veil à engendrer la loi de 1975 qui autorise l'IVG dans un délai de 12 semaines. Et maintenant, 14 semaines sur 5 de notre juridiction. Je pourrais vous en citer plein. Simone Veil, Olympe de Gouges, Louise Michel, et j'en passe. Ce sont toutes des femmes avec de bonnes postures, des grands rêves, que dis-je, des femmes dirigeantes et éloquentes. Une nation ne peut pas être éduquée sans éduquer ses femmes. Plus la nation accordera de l'attention aux femmes, plus elles accorderont de l'attention à la nation. Si Louise Lavelle n'avait pas été éduquée, comment pourrait-elle nous éduquer par ses divers poèmes? C'est parce qu'elle a été éduquée qu'elle a pu nous éduquer en retour. Une nation qui se prive de la moitié de la population sera chrétienne. Car si vous l'ignorez, il y a 51,5% de femmes en France. Une nation est encore plus belle quand elle éduque leur intelligence, quand elle éduque leur regard féminin pour les cinéastes, quand elle éduque leur plume pour les poétesses et écrivaines. Pour ne pas perdre toutes ces richesses, cher public, il ne faut pas minimiser les femmes.
Je dirais que éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Parce qu'une nation n'éduquant pas ses femmes se prive de toutes ses richesses artistiques, politiques, culturelles et humaines. C'est parce que Rosa Parks a été éduquée qu'elle a pu éduquer la nation. C'est parce que Marie Curie a été éduquée qu'elle a pu éduquer la nation. C'est parce que Harriet Tubman a été éduquée qu'elle a pu éduquer la nation. Chère Julie, j'aimerais vous faire comprendre de ne pas minimiser les femmes. Car une nation n'éduquant pas ses femmes est une nation qui se prive de toutes ses richesses. Une nation n'éduquant pas ses femmes est une nation appauvrie. Anna, d'origine martiniquaise, a été élevée de cette manière. Faire à manger pour ses frères et sœurs, même si papa et maman sont là. Elle est obligée car c'est son rôle. Elle pense que c'est bon alors que non. Quand Anna joue avec ses frères, n'éduque-t-elle pas une nation? Quand elle apprend la vie à ses sœurs, n'éduque-t-elle pas une nation? Lorsqu'elle joue avec eux, rigole avec eux, n'éduque-t-elle pas une nation? Et moi, qui vous parle avec le peu de moyens dont je dispose, ne suis-je pas aussi à mon échelle en train d'éduquer une nation? Alors, éduquons-nous pour éduquer la nation. Je vous remercie. Cher public, cher jury, l'égalité entre les hommes et les femmes, ça vous parle? On est d'accord que les femmes et les filles représentent la moitié de la population mondiale, donc la moitié du potentiel sur Terre. Pourtant, l'inégalité entre les sexes persiste partout et fait stagner le progrès social. Par rapport à ma question, l'égalité entre les hommes et les femmes est-elle possible? Je suis convaincue que c'est possible, mais malgré la lutte pour cette égalité qui dure depuis des dizaines d'années, il y a encore beaucoup d'inégalités contre lesquelles il faut lutter. Depuis 1946, l'égalité femmes-hommes est un principe constitutionnel. La loi garantit aux femmes dans tous les domaines des droits égaux à ceux des hommes. Mais est-ce vraiment une réalité aujourd'hui? La situation des femmes sur le marché du travail est plus fragile que celle des hommes. Elles occupent plus souvent des emplois à temps partiel ou des emplois à bas salaire. Et quand elles parviennent à accéder à des professions mieux rémunérées, les femmes continuent à se heurter à des inégalités salariales. Plus on monte la hiérarchie, plus les femmes se font rares. Comment expliquer de telles injustices? Serions-nous mesdames moins compétentes, moins intelligentes que ces messieurs? Bien sûr que non. Car, d'après l'INSEE, l'Institut national des statistiques et des études économiques, en 2023, 57% des femmes sont diplômées du supérieur. Non seulement les femmes font face à ces inégalités dans le monde du travail, mais en plus, les mères doivent gérer le foyer et les enfants. Parlons de la charge mentale des femmes. Le premier problème pour nous tous, hommes et femmes, n'est pas d'apprendre, mais de désapprendre. En tant que femme, on est formaté à surinvestir l'espace domestique et en tant qu'homme à le sous-investir. Dans l'image collective, si les femmes sont conditionnées dans le plus jeune âge à prendre soin du foyer et des autres sont ceux qui subviennent aux besoins de leur famille et qui ne doivent pas exprimer leurs émotions. La principale raison, c'est l'éducation genrée. Dans notre société, nous sommes inconsciemment le plus souvent éduqués de manière différente selon nos genres. Que ce soit les jeux auxquels nous jouons, les vêtements que nous portons, ou même notre couleur préférée. Avec la révolution industrielle, les domestiques disparaissent petit à petit et les hommes vont travailler. Mais il n'y a personne pour s'occuper des enfants. Le concept mère au foyer naît. Pensez-vous que la charge mentale apparaît avec l'avenir des enfants? Je pense qu'elle survient surtout quand on commence à vivre avec quelqu'un. Les femmes se retrouvent à travailler plus et les hommes à s'investir moins. Et à chaque enfant s'ajoute une charge. Vous, les hommes, vous devez vous intéresser à la charge mentale. Ne vous contentez pas de faire des activités sympas avec les enfants, comme les emmener au cinéma, au parc, mais
favoriser une meilleure articulalité des temps de vie, un partage équilibré dans les responsabilités parentales. Vous voulez une égalité? Alors, luttons contre les discriminations liées aux femmes. Favorisons une meilleure articulalité des temps de partage et une responsabilité équilibrée. Changeons nos mentalités. Vous, les femmes, apprenez à négocier votre salaire lors des recrutements. Les médias doivent promouvoir la mixité dans les filières scientifiques et techniques. Surmontons ensemble les obstacles pour que l'égalité homme-femme devienne enfin une réalité. La place de la femme est à la cuisine. C'est ce que certains hommes s'obstinent à dire aux femmes soi-disant faibles. Donc grosso modo, ces gens veulent dire que la femme n'a nulle autre place que la cuisine et qu'elle n'a rien d'autre à faire que de s'occuper de son foyer. Où est l'égalité là-dedans? Mais réfléchissez 2 minutes. Auriez-vous aimé qu'on vous traite de la sorte? Qu'on vous rabaisse avec de simples préjugés juste parce qu'on vous considère inférieur au sexe opposé? Eh ben moi, Glenn Zébazé, je ne suis pas d'accord avec ce sujet. Et c'est pourquoi je m'oppose totalement à cette vision des choses. Prenons des exemples. Si la chimiste Marie Curie n'avait pas été là, alors nous n'aurions jamais pu étudier l'énergie radioactive. Si la fameuse footballeuse Martha n'était pas là, alors nous n'aurions jamais pu contempler son magnifique but face aux USA en 2007. Et je peux en citer plein d'autres des femmes comme ça. Et vous savez pourquoi? Parce que ce sont des femmes fortes, des femmes qui se sont bougées de leur cuisine, bougées de leur foyer, des femmes qui ont fait ce qu'elles avaient envie de faire. Comment croyez-vous que Malala a remporté son prix Nobel de la paix et que Serena Williams a remporté ses 7 trophées Wimbledon? Et bien c'est simple, car elles ne se sont pas laissées diriger par de simples préjugés. Ce que je vais vous expliquer à vous, oui vous, cher public, c'est que l'inégalité entre les femmes et les hommes ne doit pas exister. Elle ne doit pas exister car de nos jours c'est le partage. Si l'un se sent mal, alors celui qui se sent bien peut prendre le relais et aller en faisant ce qu'elle aime, bien sûr. Et c'est comme ça que la vie d'un couple marche et peut durer jusqu'à la mort. C'est vrai qu'il y a plus de femmes qui savent cuisiner que d'hommes et qu'elles n'ont pas les mêmes capacités physiques que les hommes. Mais ça ne nous donne pas le droit d'inventer des préjugés sur ce fait. Mais aussi, ça me fait mal car quand je vois tous les matins ma mère en train de cuisiner, de préparer à manger pour ce que je vais manger ce midi, et qu'ensuite elle va partir au travail pour rentrer à 21h30, et ben moi je me dis que cette femme est une guerrière et que c'est totalement absurde de dire des choses mal comme ça aux femmes comme elle. L'idée que la femme devrait rester à la cuisine est un stéréotype aboli. Les femmes, tout comme les hommes, peuvent faire leur choix. Malheureusement, encore en France, il y a des couples qui ne respectent pas ça et qui laissent leurs femmes s'occuper de leur foyer. Enfin, cher public, je tenais à vous remercier car nous avons pu parler de l'inégalité entre les femmes et les hommes. Et si vous aussi, vous soutenez la même cause que moi, alors faites ça. Maman, plus tard je vais faire présidente, moi. Mais ma chérie, présidente, c'est plus un métier pour les hommes, non? Tu veux pas faire esthéticienne comme toutes les autres filles? Mais pourquoi les hommes seraient meilleures présidentes que les femmes? Bah, parce que ce sont souvent les hommes qui dirigent. Les femmes n'ont pas toujours les épaules pour. On en a entendu plein des stéréotypes de ce genre. Les femmes n'ont pas d'autorité, elles ne peuvent pas gérer à la fois une carrière et une famille, elles ne peuvent pas diriger des hommes. Mais tous ces préjugés nous font douter de la fameuse question: les femmes peuvent-elles vraiment être des leaders? Alors, mesdames et messieurs, je vous réponds que oui, les femmes peuvent être des leaders. Elles l'ont toujours prouvé et continuent de le faire dans tous les domaines. On est en 2025, s'il vous plaît. L'histoire et l'actualité nous prouvent que le leadership n'a pas de genre. Les femmes sont des leaders et elles nous le montrent chaque jour. Et si je vous dis leader, vous pensez tout de suite à un homme?
Ah, je vous arrête tout de suite. Un leader est avant tout une personne qui guide, qui inspire et qui transforme son environnement par sa vision, son courage et sa persévérance. Un leader se définit également par sa capacité à changer le monde et les mentalités. Et si nous regardons l'histoire, récente ou plus ancienne, nous trouvons d'innombrables femmes qui ont su incarner ce leadership à la perfection et briser les préjugés et ouvrir les voies aux générations futures. Prenons l'exemple sur Catherine Switzer, qui a marqué l'histoire en devenant la première femme à concourir au marathon de Boston en 1967, à une époque où les femmes étaient interdites de participer à cette course car elles étaient jugées comme trop faibles. Vous vous rendez compte? Grâce à son acte de défiance, les femmes ont par la suite été autorisées à participer à ce concours en 1972. Michelle Obama, qui est une leader influence grâce à son engagement pour la santé, l'éducation et l'égalité des droits, l'égalité des classes sociales. Elle a œuvré pour l'éducation des petites filles à travers le monde entier et a lancé une initiative pour lutter contre l'obésité infantile. N'est-ce pas une femme incroyable? Et comment ne pas mentionner Malala Yousafzai, qui du haut de ses 15 ans s'est battue pour l'éducation des petites filles au Pakistan, quitte à se mettre les talibans à dos. Par la suite, elle a continué son engagement à l'échelle internationale et en 2014, elle devena la plus jeune lauréate à gagner le prix Nobel de la paix, à seulement 17 ans. Vous vous rendez compte? N'est-ce pas un bel exemple pour prouver que le leadership n'a pas d'âge? Je pourrais vous en citer plein, des femmes leaders. Rosa Parks, Marie Curie, Angela Merkel, Kamala Harris. Mais au-delà de tous ces exemples connus, même les femmes les plus proches de moi sont des leaders. Ma mère, une femme. Oh, non. La femme qui m'a mis au monde, qui depuis ma naissance s'est toujours préoccupée de moi, qui s'est toujours battue pour moi et ma sœur, malgré tout ce qu'elle a vécu. Elle m'a inculqué une éducation irréprochable et m'a transmise sa gentillesse indéniable. Comparé à mon géniteur, un homme. L'homme qui est censé être mon père, mais qui depuis quelques années ne se préoccupe plus du tout de moi, ne se soucie même pas si j'ai tout ce dont j'ai besoin. Mesdames et messieurs, c'est ce qu'on appelle un homme qui fuit ses responsabilités quand il s'agit d'agir. Vous appelez ça un leader, vous? Moi non. Puis, ce n'est pas le seul. Certains hommes nous rappellent par leurs actes qu'avoir le titre de leader ne signifie pas toujours en avoir l'étoffe. Alors maintenant, posons-nous quelques questions. Après tout ce que je vous ai cité, qui peut encore penser que les femmes ne peuvent pas vraiment être des leaders? Si ces femmes ont dirigé, influencé, transformé leur époque, comment peut-on encore douter que ce ne sont pas des leaders? Le leadership féminin n'est pas une hypothèse à démontrer. C'est une réalité incontestable, car toutes les femmes sont des leaders, en étant les leaders de leur propre vie. Et ça, aux yeux du monde, c'est déjà beaucoup. La vraie question maintenant n'est donc plus de se demander si les femmes peuvent vraiment être des leaders ou pas. Elles le sont, et elles l'ont toujours été. Mais nous nous demandons toujours combien de temps nous mettrons à reconnaître leur pleine légitimité, et combien de barrières absurdes devrons-nous encore abattre pour que plus aucune femme n'ait à prouver ce qui devrait être une évidence. Merci. Cher public, à votre avis, les femmes et les hommes, quand ils font le même travail, gagnent-ils le même salaire? Évidemment que non. D'ailleurs, selon l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, les femmes sont toujours moins bien payées que les hommes en France. En 2024, les femmes étaient payées près de 14% de moins que les hommes, à travail égal. Plus globalement, les femmes et les hommes salariés ne sont pas confrontés aux mêmes conditions de travail. Alors, à la question, les femmes et les hommes ont-ils les mêmes chances dans le monde professionnel? Je vais vous répondre non, et je vais vous expliquer pourquoi. Concernant les inégalités salariales, il existe plusieurs explications. Premièrement, la majorité des femmes négocient moins bien leur salaire à l'embauche, et souvent acceptent ce qu'on leur propose.
Deuxièmement, une fois qu'elles sont embauchées, elles vont moins bien négocier leur augmentation chaque année, contrairement aux hommes. Excusez-moi. Concernant le recrutement, là aussi les femmes subissent des inégalités. Premièrement, pendant un entretien d'embauche, elles vont moins bien se mettre en avant que les hommes. Donc elles auront moins de chances d'être recrutées. Deuxièmement, une femme qui est potentiellement en âge de faire des enfants, ou qui en a, le recruteur va se dire qu'elle ne va rien faire, qu'elle ne sera pas assez efficace, qu'elle prendra trop de retard. Enfin, les femmes ont plus de responsabilités familiales que les hommes, dans le sens où elles doivent s'occuper des enfants le mercredi, donc moins de temps pour le travail. Elles travaillent donc souvent à temps partiel. De plus, ce sont toujours elles qui sont appelées à l'école quand il y a un problème avec un enfant. Donc elles prennent du retard sur le travail. Est-ce leur faute si elles doivent s'occuper de leur enfant? Bien sûr que non. Par ailleurs, elles sont souvent embauchées en CDD, contrat à durée déterminée, aux hommes qui sont souvent embauchés en CDI, contrat à durée indéterminée. Savez-vous qu'il y a seulement 20% des filles en études d'ingénieur informatique? Pourquoi aussi peu de filles choisissent des études là? Pourquoi les femmes choisissent de travailler dans un secteur à faible rémunération? Parce que les mentalités doivent changer. Les parents doivent dire à leurs filles qu'elles peuvent faire le métier qu'elles veulent, qu'elles sont au même niveau que les garçons. Alors, chers parents, dites-leur et répétez à vos filles. Pourquoi? Pour qu'il ne soit pas trop tard. Merci de m'avoir écouté. Madame et monsieur, quand on attend ces mots leader, vous pensez à quoi exactement? En femmes ou des hommes? Je suis sûr qu'en majorité de vous qui sont présents ici pensent à un homme. Dans notre société, on sait que pour être un bon leader, il faut être strict, compétitif et aussi autoritaire. Ces qualités sont généralement attribuées aux hommes. Mais les femmes ont prouvé que nous pouvons être des vrais leaders, que ce soit dans les politiques, les affaires et aussi en sciences. Il y a des femmes qui sont aujourd'hui à des postes importants, de montrer qu'elles sont capables de prendre des décisions difficiles et être comme une source d'inspiration pour les autres, que ce soit les femmes politiques, les jeunes générations et aussi les hommes. Un bon exemple, Angela Merkel, elle a été une figure majeure de la politique mondiale pendant plus de 15 ans. Ses capacités à diriger avec stabilité a été respectée par nombre de dirigeants dans le monde entier. Aussi, Jacinda Ardern, ancienne première ministre de la Nouvelle-Zélande, elle a dirigé avec compassion, notamment lors des moments très difficiles, comme après l'attaque terroriste des Christchurch. Elle a prouvé qu'on peut être un leader efficace et populaire, de compassion, de solidarité et de progrès social. Une autre femme, Oprah Winfrey, qui a surmonté de nombreuses difficultés dans sa vie et a utilisé sa notoriété pour inspirer des millions de personnes dans le monde. Son message est simple: croire en soi, aider les autres et ne jamais abandonner. Mais je ne dirais pas que ce sera la seule façon pour une femme d'être un vrai leader. On sait bien, beaucoup de femmes dans leur enfance jouaient avec des poupées, qui étaient à son tour traitées comme des enfants. Pour de nombreuses de femmes, cette activité devient leur travail, malheureusement. Mais nous pouvons l'éviter. Si les sommes enfoncent, on lui montre les bonnes choses qu'elle pouvait faire et qu'on l'a motivée à aller toujours plus loin. On pourrait avoir une nouvelle leader qui pourrait façonner un monde meilleur. Enfin, j'ai pu dire que les femmes pouvons être des vrais leaders. Des leaders que nous avons besoin, qui pouvons prouver leur
potentiel par ses qualités. Les qualités qui devront être reconnues et mises en valeur. Un beau discours avec un bel accent, j'appelle Glenn Zebaz. À la 5e place, c'est Monsieur Crétu Artyom. Beaucoup de courage, en plus on n'a pas battu, mais vous avez du mérite. Alors je suis fière d'appeler à la 4e place Mademoiselle Corinne Lopez de Barros. Et merci à tous pour ce beau moment très touchant que j'ai vécu. Moi, j'appelle à la 3e place Anastasia Police. D'abord, bravo à tous et à toutes. Vous avez tous participé et c'est quelque chose de courageux d'arriver jusque ces planches et de s'exprimer. À la 2e place, je félicite Lina Schmitten. Lina, est-ce que tu as un mot à dire? Lina, le top 2, tu as un mot à dire? On se barre pas comme ça. Tout d'abord, je souhaite vous remercier à tous d'avoir pris le temps de m'écouter. Je souhaite également remercier l'association Sunshine et tous les gens présents ici qui ont fait que j'ai pu m'exprimer ici. Je souhaite également féliciter tous les autres participants car ils sont également arrivés jusqu'ici et ils ont montré leur courage sur cette scène. Merci à vous tous. Ici, Dakari. Maya pour la remise du micro d'or. C'est la coutume, hein? La personne qui a gagné va transmettre le flambeau à Dafkari qui a fait l'unanimité du jury. Hein. On était. Les mains vides. T'as un petit discours Franchement, je ne m'y attendais vraiment pas. Je ne m'y attendais pas, je suis trop contente et heureuse. Déjà, je remercie l'association Sunshine de m'avoir offert cette opportunité de participer à ce concours. Au début, je ne me sentais pas prête, mais à l'aide de Madame Sylvie qui m'a aidée, j'ai pu participer à ce concours. Je remercie aussi mes parents qui ont été là pour me soutenir, mes profs, et monsieur Marshall, merci de vous être déplacé. Je vous remercie aussi, cher public, de m'avoir écouté et de m'avoir soutenu de loin. Et aussi vous, chers candidats, d'avoir toujours été là pour me soutenir aussi. Du fond du cœur, je vous remercie. Je remercie tout le monde. Merci beaucoup. Merci mille fois. Merci.